Alors, je vous remercie chaleureusement de nous suivre pour ce cycle de conférences et je l'organise sous la bannière IFELD, l'Institut de formation Feldenkrais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école qui est basée à Lyon et qui permet de se former pour devenir praticien de la méthode Feldenkrais. On dit comme on veut, praticien ou enseignant, ça marche bien les 2. Et voilà, le but étant d'enseigner la méthode Feldenkrais en groupe ou en individuel et avec un guidage, soit plutôt par la parole, soit plutôt par le toucher et sachant que les 2 aussi peuvent, joyeusement se mêler ensemble. Alors pour ce cycle de conférences, on a eu, plusieurs thèmes et ce soir, on va parler de Feldenkrais pour la santé, dans les milieux de la santé. Alors, voilà, on peut l'utiliser pour récupérer hein, après des problèmes de santé. On peut l'utiliser pour, rester en bonne santé et on va voir avec les 2 Marie. Alors ça va être très drôle aujourd'hui parce qu'il y a Marie Calamusa et Marie Rod. Marie Rod m'a dit qu'on allait utiliser son prénom comme un prénom composé, ce qui est quand même assez rigolo, son nom et son prénom. Et on va pas vous différencier par la couleur des cheveux ni quoi que ce soit parce que ça serait un peu, voilà, on va dire qu'après on remarque des caractéristiques et tout et c'est très compliqué tout ça en ce moment. Donc voilà, on va s'arranger avec ça, on va se débrouiller. Donc moi, je suis Christine Barra, je suis formatrice, trainer. Je dirige le centre de formation IFEL depuis pas mal de temps déjà, ça depuis 2017 et on a monté ce centre de formation en 2007. Donc voilà, ça fait quelques années que de nombreux praticiens sont passés par IFEL, hein. On est à peu près 200, un peu plus de 200, à avoir été formés à IFEL et puis ça va continuer, ça continue et c'est une joie de partager, voilà, de partager cet enseignement et de voir les collègues grandir surtout au fur et à mesure, et commencer à enseigner. Alors ce soir, donc pour parler de la santé, Marie Calamusa qui est ergothérapeute, qui intervient surtout en milieu hospitalier et tu vas nous raconter un peu comment tu pratiques. Mais Marie, je vais Ouais. juste te dire 2 mots, tu as pratiqué en rhumatologie et maintenant en Mmh. psychiatrie et puis Mmh. aussi avec des personnes, qui vont bien, voilà. Oui. Et Marie-Rod, tu pratiques comme, kinésithérapeute et tu as aussi, d'autres formations, je sais que tu fais de la méthode Pilates, de l'hypnose et d'autres choses. Mais si je me trompe pas, tu pratiques plutôt en libéral. Voilà et tu fais de la formation aussi, des formations courtes, des formations de découverte, formations professionnelles. Donc voilà, on va avoir 2 points de vue, mais de personnes qui sont déjà en fait, dans les milieux de la santé au départ et qui ont fait la formation Feldenkrais, pour, apporter quelque chose de plus à leur pratique. Alors je vais vous laisser la parole, hein, d'ailleurs, et Marie, si tu veux bien nous dire, comment tu as rencontré la méthode Feldenkrais et voilà, comment cette aventure a commencé pour toi? Marie laquelle? Marie Calamusa, allez, je Moi. fais dans l'ordre Bon, alphabétique. d'accord. Alors, en fait, je travaillais à l'époque, en psychiatrie et donc il y avait, Mathilde Monnier qui était directrice de l'Opéra Montpellier et qui était intéressée par le travail qui pouvait se faire en médiation corporelle, dans le milieu psychiatrique, entre autres avec, certains patients qui pouvaient souffrir, de psychoses très importantes ou d'autisme, voilà. Et donc, elle a proposé à ce qu'elle puisse venir sur certains ateliers et ensuite elle a organisé une formation et pour le personnel qui était intéressé et qui faisait déjà de la médiation corporelle, donc il y avait des psychomotriciens, des infirmiers, des éducateurs. Mmh. On était plusieurs et on était avec son équipe de danseurs et il y avait Claude Espinassier aussi qui était là. Voilà et c'est comme ça que j'ai découvert la méthode Feldenkrais. Voilà, donc on a échangé, donc moi après j'ai pratiqué, j'ai fait aussi certaines initiations, j'ai essayé de comprendre
Et c'est en fait, François Cotte à l'époque, qui m'avait poussé un peu aussi à faire la formation. 4e conférence et c'est la 4e fois qu'on entend parler de Claude Espinassier Ah et de oui. Mathilde Monnier, Mmh. voilà, qui ont fait découvrir le Feldenkrais à un grand nombre de gens. Donc Mmh. on a parlé d'eux, par rapport à la danse, mardi dernier Mmh. et avec les enfants aussi puisqu'il y avait, Thierry Lafond qui avait découvert aussi par ce biais-là. Voilà, c'est pour rendre hommage à ces personnes qui Bah nous ont oui. fait découvrir la méthode Mmh. et à Claude en particulier qui était vraiment, très, très actif pour faire Mmh. découvrir la méthode. Mmh. Marie-Rode, tu as découvert la méthode comment? Et tu as décidé comment c'est arrivé Comment dans c'est ta arrivé vie, dans ma dans ta vie? pratique? Un peu comme un ovni. Moi, j'ai suivi, donc moi, je suis clinisthérapeute, j'ai été diplômée il y a 16 ans et j'ai fait une formation de pilates assez complète il y a 11 ans maintenant à peu près. Et dans mes formateurs, dans le directeur de formation, c'était 2 chorégraphes américains. Et l'un d'eux, Kelly Moriarty, avait, alors à l'époque, je ne savais même pas quelle était la teneur de la formation à Feldenkrais, mais visiblement, il avait suivi un cycle court aux États-Unis. Et il avait une manière vraiment singulière de transmettre son enseignement. Il nous faisait des petits ateliers à côté de la formation qui vraiment m'intriguaient. Pour moi, c'était une découverte totale. Et donc, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Feldenkrais, puis j'ai retenu ça. Mais à ce moment-là, je vivais à La Réunion. Et puis, voilà, j'avais une vie assez... j'avais beaucoup de choses dans ma vie et je ne suis pas allée tout de suite vers la méthode Feldenkrais. Et puis un jour, écoute, je n'ai aucun souvenir de pourquoi et comment ça m'est revenu, pour quelle raison. J'ai contacté Elsa Scola, donc c'est très drôle, ça me fait très plaisir que Elsa intervienne dimanche parce que Mmh. Elsa exerçait aussi et vivait à La Réunion. Et j'ai cherché une praticienne de Feldenkrais et donc j'ai rencontré Elsa Scola. Et voilà, et donc c'est de cette manière que j'ai accroché. Donc moi, je ne savais même pas ce qu'était une IF ou une PCM, donc une prise en charge soit individuelle, où c'est plutôt le praticien qui propose le mouvement, ou une leçon de prise de conscience par le mouvement, qui est normalement plutôt collective, et où c'est la personne qui produisait le mouvement. Et moi, à cette époque-là, ce qui m'intéressait vraiment, c'était produire le mouvement moi-même. Donc, j'ai fait des PCM individuels avec Elsa à l'époque, parce que j'avais vraiment envie de ça. Et dès la première leçon du coup, que j'ai reçue d'Elsa, donc moi, je venais du sport de haut niveau, j'avais un long passé de pratique corporelle de tout ordre, que ce soit le sport, que ce soit la danse, que ce soit le yoga. Enfin, j'avais vraiment eu beaucoup, beaucoup de pratiques différentes. Et puis là, dès la première leçon, les sensations que j'ai eues en me remettant debout étaient absolument inédites. C'était le grand waouh total dont on rêve tous, qu'on rêve de retrouver. Et c'est ça qui a commencé à semer des graines assez fortement et qui ont fait que quand je suis revenue vivre en métropole 2 ans plus tard environ, à un tournant de vie, voilà, comme souvent, j'ai décidé de m'inscrire à la formation professionnelle donc, de Paris, qui n'existe plus maintenant, mais qui était une formation qui avait lieu au centre national, enfin au centre pas national, mais au centre chorégraphique Caroline Carlson. Et voilà, donc j'ai commencé ma formation en 2014. Mmh. Voilà. Et moi, j'étais un petit peu un ovni parce que j'arrivais au milieu de gens qui connaissaient le Feldenkrais, pas comme leur poche, bien entendu, mais qui avaient énormément pratiqué, qui avaient parfois fait déjà des cycles courts, semi-professionnels, on va dire, voilà, sur 2-3 ans. Et puis moi, je suis arrivée, je me rappelle très bien, j'ai une amie qui me le redit souvent, et c'était le premier jour, et j'ai dit, après la première ou deuxième PCM, je dis, mais en fait, c'est quoi Feldenkrais? Et donc, j'ai beaucoup de gens qui ont trouvé ça, il y avait des collègues à ce moment-là qui ont trouvé ça très culotté, mais moi, je ne voyais pas trop où était le problème. En fait, Mmh. moi, c'était vraiment ma façon d'apprendre, c'était si j'y vais, j'y vais. Et donc, j'étais Mmh. allée dans la formation professionnelle. Et voilà, mais c'est comme ça que j'y suis arrivée, par un autre D'accord. biais. Tu sais que moi, j'avais fait 2 heures de Feldenkrais avant de décider de m'inscrire à la formation Voilà, c'est à peu près ce et que j'ai fait. voilà. Après, j'en ai fait 4 ou 5, enfin moins de 10, c'est certain, moins de 10 en tout cas. Mmh. C'est Bah, certain. après une matinée de cours, je me suis relevée d'ailleurs après le premier cours, je me suis relevée, je me suis dit comme toi: «Waouh!
C'est drôlement intéressant ce truc et je suis Exactement. partie faire la formation, je ne savais même pas qu'il y avait une pratique individuelle. Pareil. J'avais vu une photo de Moshe Feldenkrais, je ne savais même pas que ça existait parce que nous, tous les papiers étaient en anglais, tout ça et j'avais vu une photo de Moshe Feldenkrais avec un bébé sur une table et puis le bébé était sur le dos, il avait les mains sous les fesses, il le soulevait un peu comme ça. Je m'étais dit: «Tiens, c'est chouette». Moi, j'adore la kiné pédiatrique, j'ai J'avais beaucoup aucune idée bossé en de pédiatrie, je fais plein de stages en pédia, donc bah, c'est génial cette méthode-là, on peut faire avec les petits aussi, c'est super et je suis Mmh. arrivée là-bas, ils parlaient de integration, functional integration, tout ça, je me disais: «C'est quoi ce truc?» Voilà, donc je suis un peu Je comme toi, rigole, en fait, je crois que un j'exagère. peu, Je crois que j'exagère. J'avais quand même dû prendre 1 ou 2 IF parce qu'à ce moment-là, quand je suis revenue en France, j'étais en Bretagne. Et justement, je me suis dit quand même, avant de faire la formation, je vais quand même aller faire 1 ou 2 IF. Mais du coup, il mmh, fallait que j'aille jusqu'à Brest. Et du coup, j'ai fait effectivement, je crois, 1 ou 2 IF. mmh. Mais voilà. Mais toi, tu étais d'une époque, en 2014, où il y avait quand même internet, tout ça, on Oui, pouvait trouver des gens, il y avait déjà des praticiens sur la terre et ouais, nous, oui, oui, c'était un c'est peu vrai. Oui, oui, différent. il y avait déjà des praticiens sur la. Voilà. Bah, la preuve, c'est que j'avais déjà trouvé Elsa. Et tiens, je vais continuer avec toi pour ma deuxième question, puisque tu travailles déjà avec des «patients» entre guillemets, hein. Moi, j'aime beaucoup comme on appelle les patients dans le milieu médical parce que souvent ils attendent longtemps d'ailleurs ces pauvres gens et ils patientent De plus en et plus. Ouais. de plus en plus. Et est-ce que tu peux nous dire, bah, comment tu intègres le Feldenkrais dans ta pratique? Est-ce que tu fais des moments où tu fais que du Feldenkrais? Est-ce que tu intègres le Feldenkrais, avec la rééducation? Est-ce que tu mixes les 2? Comment ça se passe pour toi? Alors, comment ça s'est passé dans ma progression ou comment c'est aujourd'hui maintenant? Bon, plutôt peut-être aujourd'hui ou Aujourd'hui. enfin tu Donc, peux aujourd'hui, quand je reçois, donc moi, je suis aussi dans les pratiques palpatoires, je vais les appeler comme ça, que j'ai. J'exerce aussi la microkiné. Donc, il y a encore 2 disciplines que je pratique sur table. Je vais mmh, simplifier. C'est la microkiné et c'est les IF. Donc, ça fait déjà quelques années que je ne fais. Déjà, avant, dans ma pratique, j'avais une pratique qui était globale de toute façon, pour appréhender la personne. Et maintenant, je ne pratique plus qu'en IF ou en microkiné. Voilà. d'accord. Ou, parce qu'en fait, maintenant, ma pratique est quand même majoritairement une pratique d'enseignement. Là, je sors d'une longue blessure et donc je reprends sur un mi-temps thérapeutique où je ne donne que des enseignements collectifs actuellement. Donc, voilà, moi, j'ai une pratique un petit peu singulière. C'est pour ça que je Mmh, peux aussi parler de mon parcours, mais là où j'en suis aujourd'hui, j'ai une pratique un peu singulière par rapport à la kinésithérapie. Même si je continue de me revendiquer haut et fort de la kinésithérapie parce que c'est vraiment le cheminement par lequel je suis là et j'en tire encore grand bénéfice aujourd'hui, comme mmh, toi, mmh. d'avoir appris ce métier. Bah, c'est quand même une formation de base, qui voilà, qui nous sert, tous les jours, qui nous a appris beaucoup donc on n'a pas envie de le renier. C'est c'est Moi, vraiment très moi, pas du tout. intéressant. Voilà, pas du tout. Moi, pas du tout, Moi clairement. non plus. Marie, Oui, comment tu l'autre Marie, Marie numéro oui, 2. j'ai compris. Comment est-ce que tu gères, cette pratique entre le Feldenkrais et ton métier, d'ergothérapeute? Alors, Ça se passe comment? bah, en fait, je fais tout simple. Alors même quand j'étais en rhumato, même actuellement en psychiatrie, je suis en psychiatrie adulte, en fait, en ce moment. Ben, tout simplement, je mets en place, des ateliers. En rhumato, c'était pareil, il y avait un atelier de Feldenkrais par semaine et la seule chose, c'est qu'il faut une prescription médicale, en fait, une indication, on va dire, Mmh, mais que la personne, comment on dit, elle doit accepter de venir, quoi. Il faut qu'elle soit d'accord. On peut pas, voilà. Il y a des prescriptions médicales où, voilà. Là, il y a une prescription médicale pour que ça rentre dans le cadre, en fait, de ce qui se passe au niveau institutionnel, que ce soit les accompagnements, les soins, les différentes prises en charge. Et voilà. Donc, il y a des PCM. Je peux faire des IF, sur des indications médicales et pas forcément sur les médecins du service. Donc quand j'étais en rhumatologie, il y avait beaucoup de médecins aussi de neuro qui m'indiquaient des gens. Là, je travaillais beaucoup avec, des kinés ostéo, quand j'étais, dans ce service en fonctionnel et là, en psy, je peux avoir des prescriptions aussi
pour des personnes, qui ont là, je travaille aussi avec la kiné ou d'autres membres du personnel, avec des prescriptions pour des troubles moteurs, mais associés à des troubles psy. Voilà, D'accord. et les IF sont une très, très bonne indication. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà, Si, donc je si, si. pratique, voilà, et après j'ai des ateliers où je suis, ergo, complètement ergo, Mmh. voilà, où je fais, mais j'ai aussi, cette pratique, voilà, que je revendique. Et ça veut dire aussi qu'au niveau de l'équipe médicale, puisque tu nous dis, Mmh. que tes patients ont une prescription Ouais. En fait, ils pour ouais, pouvoir ça veut dire qu'on te suit aussi, que les médecins des services te suivent dans cette oui. pratique ou oui? Oui, oui. Alors, il n'y a pas forcément, une prescription type prescription de la méthode Feldenkrais. On va me dire, par exemple, une prescription pour de l'ergothérapie et ensuite, voilà, s'il y a une médiation corporelle il y a aussi une psychomotricienne dans le service, voilà, on peut essayer de voir si cet accompagnement peut être intéressant pour les patients. Voilà. Mmh, Et d'accord. c'est, voilà, et c'est sans restriction, je dirais. Il y a pas de contre-indication à la méthode Feldenkrais. C'est ça qui est très intéressant. Il y a absolument aucune contre-indication, Mmh. Ça, c'est et intéressant. même en psy, oui. Mmh. 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 Oui, moi, je suis intéressée de voir avec toi justement comment ça se passe en psy parce que, il y a longtemps, après discussion avec une psychiatre, elle m'avait dit que dans certains cas, il fallait être un peu assez prudent, ne pas forcément laisser les gens trop longtemps les yeux fermés, par exemple dans des PCM pour les garder un peu plus dans le présent, pour pas les laisser trop s'évader dans Oui, leur monde à certains moments. oui. Donc, voilà, c'est intéressant d'avoir ton point de vue aussi, Mais en fait, quand les gens, ne sont pas obligés de garder les yeux fermés, les gens ne sont pas obligés de garder les yeux fermés. Déjà, on peut commencer déjà comme ça, oui, en leur déjà. indiquant que, voilà, rien n'est obligatoire, un petit peu comme on fait dans nos PCM, c'est-à-dire pour, monsieur et madame tout le monde qui vient faire une PCM, qui a pas forcément de troubles psy. Mmh. Voilà, dire qu'effectivement, ne pas se forcer, ne pas faire un mouvement qui est désagréable, un petit peu tout ce qu'on peut présenter quand on fait une PCM, dans un milieu ordinaire, quoi. Mmh. Donc c'est la même chose. Donc si la personne ne veut pas fermer les yeux, elle ne ferme pas les yeux. Si elle veut fermer les yeux, en fait, les gens peuvent verbaliser leurs ressentis. Ce qui est intéressant dans le Feldenkrais, c'est que justement, ça passe par une médiation, de la sensorialité proprioceptive, et Mmh. ça parle à tout le monde, en fait. Le fait de sentir, de se ressentir, de se percevoir dans le mouvement, c'est très rassurant, c'est très sécurisant et c'est apaisant. Voilà. Mmh. Donc c'est un petit peu les effets, que moi je constate, et tout en laissant la porte ouverte, en fait. Si la personne veut arrêter la PCM, elle l'arrête. Voilà, Oui, c'est un petit peu dans les mêmes conditions que dans une PCM ordinaire. bien sûr, on est libre. Mmh. Ah ouais, ouais. Je rebondis tout de suite sur une question, qui est sur le chat, d'Isabelle qui nous demande si, comme tu parlais de prescription médicale, il demandait si Mmh. l'accompagnement était pris en charge ou remboursé par Sécu ou mutuelle. En Non. fait, Marie travaille en milieu Oui, hospitalier, je suis donc au CHU. voilà, en Mmh. milieu hospitalier, il y a une sorte de package qui est pris en charge, mais vous travaillez toujours sur demande effectivement Mmh. voilà, du médecin. C'est pour ça que je parlais de prise en charge institutionnelle tout à l'heure, parce que Mmh. je travaille dans un CHU, donc avec une circulation aussi d'étudiants assez importante, et voilà, donc ça fait partie d'un tout, on va dire, c'est des prises en charge qui font partie d'un tout. Mmh. Merci. Mmh. Je rebondis encore une fois aussi à une personne qui nous dit PCM. C'est vrai qu'on discute un peu entre nous là comme ça, comme si tout le monde connaissait. Après PCM, c'est la prise de conscience par le mouvement. C'est le nom qu'on donne au cours collectif. Voilà, alors qu'on donne le nom d'intégration fonctionnelle aux leçons individuelles.
sachant qu'en fait les 2 sont de la prise de conscience par le mouvement et les 2 sont de l'intégration fonctionnelle puisqu'on intègre, voilà, on réintègre le mouvement, on réintègre la fonction. Mais ces 2 dénominations, alors vous allez pour ceux qui connaissent moins bien, vous allez nous entendre parler de PCM et de IF, voilà. Et on dit, ATM, ATM en anglais aussi, donc si vous regardez sur des sites dans une autre langue, vous allez voir qu'on parle de ATM, de Feldenkrais. Hem, oui, donc je vous ai posé à toutes les 2 la même question, ça y est, j'avais un bug là tout d'un coup. J'ai trop d'infos en même temps. Est-ce que je vais revenir à Marie-Rode? Est-ce que peut-être pour éclairer un peu, ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais, des exemples de ce que tu peux proposer en Feldenkrais ou comment ça peut s'intégrer dans la santé pour toi? Finalement, dans quel cadre tu utilises le plus la méthode Feldenkrais? Bien sûr. Alors, dans quel cas je l'utilise le plus, je ne sais pas répondre à cette question. Je l'utilise tout le temps, en fait. Je vais te donner un exemple très concret. Donc, comme je disais, j'enseigne également la méthode Pilates. Je fais partie un petit peu de ces praticiens hérétiques qui n'ont pas arrêté de pratiquer ce genre de méthode où Mais c'est quand même chouette Pilates, on parle de renforcement musculaire. Oui, oui, tout à fait. c'est Tout à très fait. complémentaire, Mais, hein, mais quand même. parfois, j'ai quand même dû parfois batailler avec un petit étendard. Voilà, pour justement, oui, pour moi, c'est très, très complémentaire. Et, et c'est pour ça que j'ai gardé les 2 et je colore pas le Feldenkrais avec du Pilates. Par contre, j'explique quel est l'intérêt des 2. Mais par exemple, je vais donner un exemple très concret. J'enseigne la méthode Pilates à des personnes qui ont dans des cours qui sont dits Pilates thérapeutiques. La plupart des gens qui viennent dans ces cours ont plutôt des pathologies rhumatologiques, voire donc soit ils peuvent avoir eu des chirurgies très lourdes, ils peuvent avoir des problèmes plutôt voilà, chroniques liés à de l'arthrose, ou ils ont des maladies, des rhumatismes inflammatoires chroniques, des polyarthrites, des spondylarthrites, des choses qui peuvent être très sévères par ailleurs, des ostéoporoses très importantes, etc. Et je vais donner, voilà, dans un exemple très concret, on faisait un exercice qui nécessitait un type de respiration tout à l'heure cet après-midi. Et j'entendais une respiration un peu bruyante. J'entendais quelqu'un qui avait une respiration un peu bruyante et puis qui, du coup, avait beaucoup de mal à développer l'arrière de sa cage thoracique. Et puis, je me suis aperçue qu'elle inspirait en pinçant ses narines. J'arrive pas à le faire. En pinçant ses narines. C'est dur, c'est dur. Oui, c'est dur, du coup. Et voilà. Et du coup, je lui ai proposé au sein du cours Pilates de lui dire, OK, est-ce que tu peux essayer d'inspirer l'air avec toute ta narine en faisant des narines très rondes comme si tu étais un petit animal qui flairait une bonne odeur. Donc déjà, ça les a tous fait rire et ça aide parce que j'ai appris ça du Feldenkrais, qu'on apprend en jouant. Donc ça, voilà, je l'ai appris du Feldenkrais. Et cette petite subtilité que j'ai amenée là dans mon cours de Pilates, clairement, ça venait du Feldenkrais. Donc, je n'ai pas fait une leçon de Feldenkrais, mais j'ai fait une proposition alternative qui clairement vient du Feldenkrais. Donc là, c'est parce que c'est très frais, puis c'était il y a 3 heures. Donc, c'est pour ça que j'aborde cette thématique. Après, dans les prises en charge individuelles, je reçois des personnes avec des demandes très variées au cabinet. Donc, je travaille aussi bien. Donc, moi, j'ai un passif assez long d'athlète de haut niveau. J'ai commencé ma carrière en travaillant avec les équipes de France de judo. Donc, on est dans le thème. Et voilà. Et donc, en tant que kiné, je veux dire. Et donc, je suis assez à l'aise pour travailler avec les athlètes de haut niveau. Et donc, je vais régulièrement amener ce travail de Feldenkrais en IF ou en PCM avec des propositions d'aller vers les PCM pour des sportifs de niveau qui sont justement habitués à être tout le temps dans le tonus, tout le temps dans le renforcement et qui ont du mal à trouver d'autres, soit qui commencent à stagner dans leur carrière, soit qui ont du mal à se remettre d'une douleur. Donc, pour les amener à découvrir autre chose, je vais avoir cette proposition de Feldenkrais. À la fois, je l'écueille avec un langage qui est connu ça veut dire, on parle le même langage, puis je vais avoir ce regard de kiné initialement, peut-être sur ta lésion, etc. Puis on va essayer d'amener autre chose. Donc ça, voilà, par exemple, pour le sport de niveau. Là, en parlant comme ça, je pense à quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, qui a une sclérose en plaques, puis qui est venu
suivre des PCM, voilà, des cours collectifs. Et puis, moi, je ne fais pas de promesses. Voilà, je lui ai proposé de venir vers cette discipline parce que à ce moment-là, elle était très fatiguée, fatigable, un peu, enfin, assez faible physiquement. Et je lui ai dit, bah, c'est vraiment une discipline où c'est toi qui créeras ton propre cadre. Tu pourras imaginer les mouvements, tu pourras dormir si tu as besoin de dormir. Enfin, je lui avais vraiment présenté les choses un petit peu comme ça. Et puis, c'est quelqu'un qui, depuis, a retrouvé beaucoup d'autonomie, voilà, en venant vers ce cadre de confort qui est propre au Feldenkrais. Et puis, j'ai beaucoup de gens, de personnes, lié au Covid, je n'avais pas arrêté d'enseigner pendant le Covid parce que j'avais commencé à enseigner en visio, comme beaucoup d'entre nous. Mm. Mais moi, c'est un cadre qui n'a pas été contraignant pour moi. Pour moi, ça a vraiment été un nouvel espace de liberté. Et ça m'a permis, par exemple, de suivre des gens que je ne pouvais pas suivre en PCM habituellement parce qu'ils avaient un handicap trop lourd pour venir en PCM, pour s'allonger sur un tapis. Et puis, ils ont commencé à suivre les PCM depuis chez eux. Donc, dans le cadre qui leur convenait. Donc, il y en avait où ça pouvait être peut-être sur un siège. Il y en avait chez eux, ils ne pouvaient pas descendre au sol non plus. Donc, je pense à quelqu'un, par exemple, son mari lui avait fabriqué comme une grande table d'IF, en fait. Puis, elle pratiquait sur cette grande table d'IF. Et puis, voilà. Et donc, elle pratiquait depuis chez elle. Je la suivais en IF, par ailleurs. Mais elle était très intéressée par les PCM qu'elle a fait avant, qu'elle avait fait par le passé avec André-Jeanne, d'ailleurs. Je ne sais pas si André-Jeanne est là, mais ça me permet de lui faire un petit clin d'œil parce que, voilà, André-Jeanne, c'est la personne qui a développé le Pilates ici à Gap, qui est une praticienne. Et elle avait découvert avant, elle avait une polyarthrite extrêmement agressive qui l'avait amenée dans un fauteuil roulant. Et donc, elle a pu suivre de chez elle. Et depuis, c'est ça qui est la beauté de l'histoire, c'est que depuis, elle a quitté son fauteuil roulant. Et depuis cette année, elle revient suivre les PCM sur place avec nous. Et ça, moi, ça a été une joie phénoménale parce que moi, je l'ai connue vraiment. Je l'ai vu aller de la béquille de déambulateur au fauteuil roulant. Et voilà. Et donc, j'ai pu l'accompagner et en IF et par les PCM. Et du coup, elle a appris à imaginer le mouvement. Et maintenant, elle a une représentation extrêmement riche de ses propres mouvements. Et elle a décidé cette année d'intégrer en plus les cours de Pilates parce qu'elle se sentait très faible et elle voulait retrouver du tonus musculaire. Et donc, elle utilise encore, elle, par exemple, même dans les cours de Pilates, quand il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, elle utilise encore beaucoup l'imagination, même dans les cours de Pilates. Donc voilà, il y a un éventail vraiment extrêmement large. Ça, c'est pour parler vraiment du cabinet. Et puis ensuite, voilà, il y a d'autres, on pourra en parler un peu après. Je suis intervenue auprès d'autres publics. On va revenir à toi après pour la suite, mais c'est vrai que ça fait déjà beaucoup d'exemples et beaucoup comment dire, d'exemples de Dimensions, ouais. dimensions, voilà, dans lesquelles tu peux apporter ça. Je vais me tourner vers l'autre Marie pour te demander à toi aussi, parce que c'est plus concret pour nous hein, Oui. qui sommes en train d'écouter. Si tu as des exemples, alors ça peut être dans ce que tu fais actuellement en psychiatrie ou dans ce que tu faisais avant puisque tu étais en rhumato et comment tu Oui. utilises, voilà, si tu peux nous raconter quelques histoires. En fait, déjà en rhumato, puis même dans le service de rééducation, sur le plateau technique de l'hôpital, en fait, le Feldenkrais, ça a été, il y a eu une espèce de boom où les gens ont adhéré plus. Parce que quand on est en première année ou deuxième année, je crois qu'on doit s'entraîner à faire des PCM avec des... Alors Oui, moi, je me suis entraînée sur des collègues kiné-ergo qui m'ont dit il faut absolument qu'on t'amène les internes. Les internes sont venus, ils m'ont dit il faut absolument qu'on t'amène les médecins. Et les médecins ont dit il faut absolument qu'on prescrive. Et en fait, je me suis retrouvée un peu dépassée. Après, on m'a demandé de voir si je ne pouvais pas expliquer. Donc, j'ai fait plusieurs présentations de Feldenkrais, même en congrès de rhumato, parce que le Feldenkrais avait été intégré même dans
les programmes d'ETP. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, c'est de l'éducation thérapeutique pour les patients. Voilà, Et c'est bien que donc, tu nous expliques un peu ça parce que c'est quelque chose, je pense que, on est peu à connaître, donc c'est bien si tu peux en parler un peu plus en l'éducation détail. thérapeutique du patient, ce sont des programmes qui sont validés par l'ARS et qui, comment dire? Ce sont des programmes où les personnes ont la même pathologie, la même pathologie, et après font suivent un programme sur 1 journée, 2 journées, 3 journées, sont revus plusieurs mois après. Et donc sur Montpellier, il y avait, donc du Feldenkrais pour, essentiellement pour le groupe de lombalgie chronique et pour les personnes qui avaient des spondylarthrites. Et ça avait pris, tellement de façon importante que ça, voilà, il y avait, une, comment dire? Enfin, sur le plateau, tout le monde avait envie de faire du Feldenkrais. Le problème, c'est que la formation est sur 4 ans et que l'hôpital ne finançait pas. Donc du coup, moi, j'avais du monde qui venait avec moi sur les ETP et qui essayait après de reproduire plus ou moins, mais bon, voilà. Et alors, dans l'ETP, c'est un moyen de permettre à une personne de se prendre en charge sur une pathologie, sur la pathologie dont elle souffre. Au niveau des traitements, au niveau, par exemple, en ergo, c'était sur le quotidien, la gestion du quotidien. Les kinés, c'était sur les programmes de gym à reproduire à la maison. Pour les infirmiers, c'était les traitements à adapter selon, la symptomatologie. Voilà, l'idée, c'était que la personne puisse être plus autonome dans sa propre prise en charge. Et ça a toujours lieu et ça continue. Moi, ça me plaît beaucoup cette Ouais, dénomination parce que ça se rapproche d'ailleurs énormément de ce qu'on cherche à faire en Feldenkrais, mais c'est même si en exactement ça. Feldenkrais, on fait pas de thérapeutique ni quoi que ce C'est soit, ça, mais c'est ça, c'est l'idée, ça, c'est de rendre la personne autonome, c'est la ça. rendre un peu Ouais, maître tout à à fait. bord, hein, de sa vie, de sa thérapeutique, d'un tas de choses, du Mmh prendre mh. soin de soi. Et puis là-dedans, il y a le mot éducation aussi auquel, nous, on est très attachés en Feldenkrais. Avec, Oui. voilà, avec l'idée de l'apprentissage, de comment, petit à petit, on reprend aussi, l'autonomie sur son propre apprentissage. Donc, Alors moi, sur l'éducation, en fait, je suis un peu moins je vais moins dans ton sens parce qu'en fait, dans l'éducation et tu as toujours quelqu'un qui apprend quelque chose à l'autre. Et en fait, dans l'éducation thérapeutique, ce n'est pas le soignant qui va apprendre quelque chose au patient, mais c'est le patient qui va s'apprendre par lui-même mmh, ou un autre patient qui va le guider sur, en fait, voilà, la philosophie, c'est un petit peu ça. mmh. Et je trouvais que c'était proche du Feldenkrais. Bon, à moins que, bon, au niveau éducation, on n'a peut-être pas la même définition, mais c'est vrai qu'en fait, dans le Feldenkrais, ça, on dit toujours, il y a le praticien qui propose un enchaînement et c'est en fait la personne par elle-même qui fait son propre chemin. Oui, Et oui, dans on est bien l'éducation, d'accord. hein, c'est ça. On est bien d'accord. Dans Il y a pas l'éducation de thérapeutique, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que le Feldenkrais a bien pris sur les programmes d'éducation thérapeutique, en fait. Ouais. mmh. Et donc en psy, oui, tu me demandais quoi? C'était quoi la question déjà pour la La psy? question, c'était est-ce que tu peux nous donner justement des exemples ou des 1 ou Ah oui, 2 des exemples exemples concrets cliniques. qu'on se rende compte oui, pourquoi pas, qu'on se puisse Je se veux des rendre exemples cliniques. compte. En fait, un exemple clinique, bon, déjà, souvent quand on m'envoie une indication de Feldenkrais en psychiatrie, c'est qu'il y a vraiment une difficulté, par exemple, pour intégrer une rééducation classique. La Mmh, personne a un problème psy, mais elle peut avoir aussi un problème somatique et une pathologie. mmh, Et donc, en fait, souvent, on passe par le biais du Feldenkrais parce qu'il y a une auto-éducation justement et on travaille sur la structure, quelque chose qui est de l'ordre où c'est concret en fait. On n'est pas dans l'imaginaire, même si on peut imaginer un mouvement. En fait, en psy, on se détache de cet imaginaire et on va plutôt sur tout ce qui peut être concret. Parce que la problématique, souvent pour des patients qui sont dans des pathologies psychiatriques graves et chroniques, c'est que l'imaginaire, justement, à un moment donné, est devenu complètement pathogène, en fait.
Il prend Et trop de place, effectivement. il prend trop de place, il peut être angoissant, il peut être déstructurant, il peut être dissociant. Et du coup, là, voilà, là, souvent, il y a une symptomatologie lourde qui arrive. Alors que dans le Feldenkrais, on est sur un ressenti concret. C'est un appui, c'est un mouvement, c'est un micro-mouvement en plus. Mmh. C'est, Oui, puis on c'est, est il y dans a- le sol, on est oui, dans voilà, le oui, squelette, des choses, oui, vraiment, oui. Et donc, concrètes. moi, je vais vous raconter une histoire. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme, en fait, qui est venu au début très difficilement. Donc, je le prenais d'abord tout seul pour des PCM. Puis après, il est venu sur les groupes de PCM. Donc, les PCM, comme il y a des troubles attentionnels assez importants, les PCM, en fait, ce sont vraiment des mini PCM. Hein. Ce sont des PCM, séances de 30 minutes à peu près. Mmh. Et, en fait, et je le voyais, mais vraiment aller progresser, en tout cas dans les séances de Feldenkrais. Et je lui disais, mais c'est formidable, je sens que vous êtes à l'aise dans ces séances-là. Il me dit, mais oui, il me dit, mais je découvre plein de choses, j'apprends plein de choses. Mais il me dit, mais c'est le seul moment où il n'est pas là. Alors je lui dis, qui n'est pas là? Il me dit, ben, le chien n'est pas là. Mmh. Et en fait, il avait un chien imaginaire, on parlait délirant, hein, qui était très Oui. agressif, mais qui ne rentrait jamais dans la salle de Feldenkrais. Mmh. Donc, il lui foutait la paix, quoi, en fait, quelque part. Mmh. Et lui, bon, c'est très C'est beau. délirant, hein, c'est pas. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois, ce genre de. Voilà, c'était quelqu'un vraiment de très, très chronique, on va dire, qui était schizophrène et qui l'est Mmh. toujours d'ailleurs. Mmh. Et voilà, bon, pour vous raconter une petite anecdote. Et oui, mais dans la schizophrénie, il y a souvent une autre personne qui accompagne comme ça. C'est d'ailleurs, souvent un des signes quoi, des voix, des choses qu'on Oui, c'est entend, ça. Il y a des délires, ouais, quand il y a voilà, des une délires. Il personne y a pas enfin quand toujours des délires, mais quand il y a des délires, il y voilà, a toujours quelque chose qui s'impose à la personne qui est pas forcément très sympathique. quand il y en a, oui, en général, Pas il y a forcément souvent très une sympathique. présente. Mais Mmh. c'est intéressant que le chien reste à la porte de la séance Feldenkrais. Oui, voilà. Bon, Oui, ça c'est arrivé une f enfin voilà, pour ce oui, monsieur, c'était comme ça. Voilà, ouais. c'est vraiment la grosse anecdote que je raconte aussi aux étudiants pour leur expliquer à quoi ça sert le Feldenkrais en psychiatrie, Mmh. voilà. Garder les chiens. Ben donc ça sert à être là. Ça sert à être là, je pense. Je sais pas si c'est une bonne Oui, définition, mais ça si. sert à être là, vivant et bougeant et dans l'initiative et dans la respiration et sereinement. Ouais, voilà. Quelqu'un tout à l'heure dans le chat, là j'ai ouvert un peu le chat, disait: «Mais est-ce que je faisais des IF?» Ben, Mmh. je peux être amenée à faire des IF aussi en psychiatrie, oui. Ouais. Oui, j'ai lu la question, je voulais te l'amener aussi. Ah bon, voilà. Oui. C'est pas, ouais. OK. Alors, on va te laisser te reposer un peu. Oui, Je vais passer la parole à l'autre Marie. OK. D'ailleurs, il y a une dernière question de Nathalie qui peut Oui, peut-être, je voulais rebondir sur cette question, absolument, je la trouve voilà, intéressante. comment la méthode peut-elle aider à gérer la douleur ou y a-t-il une réflexion, quant à la méthode Feldenkrais et la douleur? Mmh. Est-ce que Ouais. tu t'en, alors peut-être, je vais repartir un peu Alors, vers Marie-Rode pendant quelques Oui, instants, oui, puis oui. Marie-Calamusa, tu pourras rajouter, alors, il y a une réflexion par rapport à la douleur, mais je vais plutôt parler de la gestion par rapport au Feldenkrais de la douleur. En Feldenkrais, on apprend alors je ne sais pas de quel type de douleur on est en train de parler, mais j'imagine qu'on parle de douleur chronique, mais peut-être, je crois que c'est Nathalie, peut-être que tu peux préciser de quoi tu veux parler. Mais si on parle de douleur chronique, moi, là, je vais le dire tel que je l'explique aux gens quand on me pose la question. Souvent, quand on a des douleurs chroniques, dans notre paysage, il y a le blanc et le noir. Il y a le j'ai mal, j'ai pas mal. Et puis, il manque tout le dégradé des couleurs entre, en fait. Et puis, ce qu'on apprend dans les leçons, c'est à repérer, à enrichir son paysage de nuances, outre que j'ai mal, j'ai pas mal. Mais est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est moelleux? Est-ce que c'est pointu? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est gonflé? Est-ce que c'est aplati? C'est tout ce panel de sensations qui a à voir avec la richesse de perception de tous nos récepteurs sensitifs, mais aussi de nos perceptions sensorielles. Est-ce que je vois? Est-ce que je vois vraiment? Est-ce que je vois? Est-ce que je regarde? Est-ce que je suis focalisée? Est-ce que mon regard est ouvert à ce qui arrive? Est-ce que j'entends? J'étais en train de faire un mouvement. Est-ce que j'entends? Est-ce que j'entends ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce que je... Voilà, donc c'est vraiment un combo de toutes ces perceptions. Et pour moi, la manière dont je l'explique, c'est pour une personne qui est douloureuse chronique, on va enrichir son paysage de perception de toutes ces différentes voilà, perceptions, sensations qui ne font plus partie du paysage. Et on me dit, mais est-ce que ça va faire baisser ma douleur? Alors, j'aime bien répondre un peu à côté, moi, en général. Parce que... C'est très Feldenkrais, ça, hein, parce que soit on répond « ça dépend », soit on répond à côté, Absolument. soit on renvoie une question. Hein, absolument, tout à fait. Et c'est mon côté cheveux de mocher. Et donc, une autre manière que j'ai de le décrire, c'est imagine comment dire, un paysage d'astronomie. Et puis, il n'y aurait que le soleil dans le paysage. Le soleil brillerait, mais vraiment, on ne verrait que lui. Il n'y a que lui. Il brille tellement fort qu'on voit que lui. C'est la douleur. Je ne vois que lui. Je ne vois que le soleil. Mais les autres étoiles, elles sont là quand même. Simplement, je ne les vois pas. Je ne vois pas qu'elles brillent. Et en fait, dans le paysage, je vais commencer à faire briller une lumière, une autre étoile, puis peut-être une planète, puis un astéroïde, puis progressivement des groupes d'étoiles. Et puis, c'est pas que le soleil va moins briller. C'est que dans le noir total, il y a juste le soleil qui des fois pulse, d'accord, de la douleur, ben, il y a tout un tas d'autres astres qui vont arriver. Et au cours de ma leçon, puis au cours de mon processus, parce que, ok, des fois, ça arrive vraiment que des gens fassent une première leçon de PCM, maintenant que ça a été traduit, je peux utiliser PCM, et puis que, incroyable, le paysage soit d'emblée enrichi, ça arrive. Mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est souvent beaucoup plus un processus, un cheminement au travers à la fois de la PCM, au travers de ce que je capte de la PCM et que je vais intégrer dans ma vie de tous les jours. Et ce paysage va s'enrichir de telle manière que, est-ce que la douleur a disparu? Est-ce qu'elle a diminué? Je ne peux pas répondre à ta question. Par contre, le paysage est beaucoup plus vaste. Il est beaucoup plus nourri de perceptions différentes. Et ce qui fait que la douleur a cessé de prendre toute la place. Et puis, il y a un à côté, c'est que comme j'apprends à gérer, à bouger dans un espace de confort, qui peut-être au début est peut-être tiny mini, vraiment tout minus, cet espace de confort, mais je ne vais pas aller chercher ma limite. On n'est pas dans le no pain, no gain du tout. C'est vraiment l'inverse. Moi, je dis souvent en Feldenkrais, c'est très à la mode, là, ces espèces de poncifs, sortez de votre espace de confort, sortez de votre espace de confort. Et en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. En fait, il s'agit d'élargir cet espace de confort pour qu'il intègre de plus en plus d'aspects de soi, de plus en plus d'aspects de nos vies. Et ça fait que la douleur, dans le paysage de nous comme êtres, donc comme êtres humains, pas que comme êtres dans notre corps, dans notre squelette, peut-être abîmé, peut-être inflammé, etc., la perception de la douleur va devenir très, très différente. Voilà, c'est la manière dont je l'expliquerai. Merci. Quelqu'un nous dit, c'est aussi sortir de son espace d'inconfort. Oui, en fait, voilà, il va falloir changer le slogan pour dire, au lieu de sortir de son espace de confort, nous, en Feldenkrais, on va aider les gens à sortir de leur espace d'inconfort. Je trouve ça très mignon. Marie Calamusa, est-ce que tu as Oui, quelque chose à ajouter par oui, rapport à la douleur ou par quand je... rapport à ta manière Dis-moi. Pour la douleur, Oui, oui. en fait, il y a pas mal d'élèves ergo qui passaient en rhumatologie, qui ont fait des mémoires. J'en ai passé un à Elsa Scola d'ailleurs, sur la prise en charge de l'ergothérapie associée à des séances de Feldenkrais pour lutter contre la douleur. Il y a des mémoires qui ont été faits par des étudiants ergo. Voilà. Et c'est vrai, enfin, en rhumato, on partait du principe que le meilleur antalgique, c'était le mouvement.
Et ce qui est intéressant dans la méthode Feldenkrais, c'est que ce sont des micro-mouvements, en fait. Et souvent, les personnes, quand elles ont des douleurs chroniques, elles deviennent kinésiophobes, en fait. Elles ont peur de bouger, elles se figent. Elles se figent dans leur corps, dans leur cognition, oui, dans beaucoup de choses, en fait. Elles se privent de pas mal de choses. Souvent, elles arrêtent le sport. Et en fait, le Feldenkrais, comme ça propose d'imaginer ou de s'imaginer dans un mouvement, de faire un tout petit mouvement ou de simplement anticiper comme si on allait faire le mouvement, mais on ne le fait pas. Et en fait, ça avait un effet désinhibiteur, en fait, de cette kinésiophobie, en fait, de cette peur du mouvement. Et souvent, moi, j'ai vu beaucoup de patients ben, pleurer de surprise, en fait, de se voir se remettre dans une perception de leur corps qui n'était plus figée, qui n'était plus. Parce que c'est vrai qu'une douleur chronique, c'est terrible, hein, ça envahit toute la pensée, Mais rien que de sentir le fait d'un mouvement, de pouvoir. Il n'y a rien de plus sécurisant oui, mais c'est vrai que le mouvement est un très bon antalgique quand il est dans le respect de l'être. Oui, parce que Ouais, l'immobilité finalement, elle amène aussi beaucoup de crispation, elle amène, oui, voilà, un manque de tout finalement, un manque de oui, circulation, un manque d'échange, un manque de respiration. Donc rester immobile, rester couché, rester juste assis toute la journée, c'est vraiment c'est ce qu'on faisait avant, quand on mettait les gens au repos et les gens restaient comme ça, je sais y a pas, rien moi de j'ai pire. l'exemple, comme je suis kiné au départ, les gens qui avaient, une lombalgie, une hernie discale ou des choses de ce genre, on disait: «Bah, restez couchés», mais c'est horrible de Mmh, rester couché et finalement ça n'améliore pas les choses et c'est vrai qu'on s'est mmh, vraiment aperçu en oui, faisant bouger des petites parties aussi, en faisant bouger oui, ailleurs, oui, aussi comme Marie disait, on amène l'attention ailleurs et mmh, on déplace l'attention, par exemple, d'une douleur qui serait dans le bas du dos, on déplace l'attention vers les omoplates, vers la tête, vers les bras. mmh, On fait un peu l'inventaire de tout ce qui va bien. Ça peut être intéressant aussi de se rendre compte de tout ce qui est possible de bouger et de reprendre comme ça un peu de confiance dans son schéma corporel, de confiance dans ses possibilités. Rien qu'en se disant: «Ah oui, j'ai très, très mal au dos, mais finalement je peux bouger mon omoplate». C'est intéressant, ça mmh, amène tout de mmh, suite à là, il y a un endroit positif. mmh, mmh, Ouais, J'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, Christine. oui, 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 vas-y. C'est-à-dire que euh, c'est pour ajouter quelque chose parce que je ne voudrais pas que ce soit mal compris. Pour moi, le bénéfice de la méthode Feldenkrais sur le mouvement chez la personne douloureuse chronique, elle est vraiment au-delà de. Mais je sais que ce n'est pas ça que tu voulais dire, mais c'est Mmh, pour que ce soit bien compris. Au-delà de juste bouger doucement. Ce qui pourrait nous faire croire, si on entend comme ça d'une oreille un peu rapide, que ce serait de la gymnastique douce. mmh. D'accord Je parle pour le grand public, d'accord Oui, bien sûr. euh, Et ce qui va être très intéressant, c'est comment, par ces micro-mouvements, on va piéger le système nerveux, qui est tellement habitué à souffrir. Je donne un exemple. Une personne qui a des épaules très abîmées, très inflammatoires, le système nerveux, lever son bras, c'est un système d'alerte. Tout de suite, c'est alerte. Attention, tu vas avoir mal. Donc, cette personne ne peut plus lever son bras. Et puis, on va le piéger, le système nerveux, d'une certaine manière, gentiment, mais on va changer le point d'attention. Donc, en amenant cette autre planète, je vais continuer à filer ma métaphore astronomique, en amenant cette autre planète dans le paysage, je vais proposer un micro-mouvement de l'omoplate, comme tu l'expliquais. Mais en fait, le système nerveux ne connaît pas ce mouvement. Je suis en train de faire une autre proposition. Et je vais proposer une autre variation, encore une autre variation autour de ça. Et par exemple, ma main, elle est fixée. Je suis dans la même position. Imaginez ma main en appui contre le mur. Je suis plus ou moins dans la même position au départ. La différence, c'est que là, ma main, elle touche une surface. D'accord ? Et puis,
là, je vais proposer que ce soit mon épaule qui bouge. Ah, puis tiens, qu'est-ce que ça fait si ma tête va dans un sens, puis si ma tête va dans... On est en train de distraire le système nerveux, je vais le dire comme ça, d'accord, comme si c'était une entité séparée, c'est pas le cas. Et c'est parce qu'on est en train de créer des nouvelles autoroutes d'information que ce micro-mouvement a un bénéfice qui va être immense et durable. C'est ça la différence entre, pour moi, fondamentale dans le Feldenkrais, le côté micro-mouvement, avec plein d'autres méthodes. C'est-à-dire, oui, piéger les habitudes, voilà, c'est tout à fait ça. On va piéger les habitudes, on va reconnaître notre habitude et on va faire des propositions alternatives. Et la façon que j'ai de l'expliquer, moi, c'est, vous voyez un paysage, vous regardez une carte de France, puis vous avez ce paysage tout nu qui aurait pu être il y a quelques centaines d'années. Là, il y a des collines, puis il y a des prairies, puis voilà, il y a des vallées. Et puis, on a créé des chemins. Le passage des humains, des animaux ont créé des chemins. D'accord? Ça, ce sont des autoroutes d'information. Et puis, si tu n'empruntes plus ces autoroutes d'information, bah, il y a les petits pissenlits qui se remettent à pousser, puis il y a des arbustes qui poussent au milieu du goudron, puis au bout de quelques années, il n'y a plus de chemin d'information. Sauf si tu te mets à le réemprunter. Et si tu te mets à réemprunter le chemin régulièrement, que tu redonnes cette information au système nerveux par les micro-mouvements et parce que tu es dans cet espace de confort, comme on disait tout à l'heure, où ton système nerveux est en capacité d'apprendre, parce que tu vas recréer ces nouveaux chemins d'information. Et tiens, dis donc, le chemin de gauche va rejoindre le chemin de droite, qui en fait va rejoindre un autre chemin, etc. Et là, tu es en train de créer un nouveau maillage et qui va faire que, du coup, comme tu dis, tiens, mais comment je bougeais avant? En fait, je ne m'en souviens même plus finalement. C'était quoi ce mouvement qui me faisait mal? Parce que tu as créé tellement de maillage que tout d'un coup, tu as créé des propositions alternatives qui sont beaucoup plus efficaces. Et effectivement, c'est par ce micro-mouvement, et on est bien toujours en train de parler d'une personne qui a mal, qui aurait mal à une épaule, par exemple. Mais c'est Oui, pour différencier. Pourquoi ce n'est pas le mini-mouvement seul? non, non, mais on est tout à fait d'accord, je pense, Oui, ça, je sais qu'on est toutes les d'accord. 3 là-dessus. Ça, j'ai pas de doute sur la question. Pas de doute. Je Mais pense je sais que c'est quelque chose qui est parfois mal compris. Et moi, oui. c'est quelque chose que vraiment, auquel je tiens très, très fort. Quand on me dit, ah oui, le Feldenkrais, tout ça, les mini-mouvements, c'est bien quand on a mal. Et j'entends bien que derrière, le présupposé, c'est oui, parce que du coup, quand on a mal, il faut faire des petits mouvements, il ne faut pas bouger beaucoup. Et moi, je pense que c'est tellement, tellement, tellement plus riche que ça, que c'est pour Oui, ça bien que j'en mets sûr. des couches. J'en mets des couches à chaque fois là-dessus, sur ce point-là. On voit ton enthousiasme là-dessus. Mais c'est vrai on aborde souvent par des petits mouvements. Je suis pas non plus comme toi, je suis pas complètement pour le fait qu'il faut rester toujours dans le petit, parce qu'on a aussi Mmh. parfois besoin d'aller dans des plus grands mouvements et justement de se rendre compte qu'il y a quelques grands mouvements qui sont tout à fait possibles. Je parlais tout à l'heure d'avoir mal au bas du dos. On peut très bien faire un grand mouvement de bras, on peut faire des moulins avec les bras sans aucun problème et aller bouger ses côtes, même quand on a mal au bas du dos. Donc ça permet de se dire: «Ah oui, mais il y a quand même des grandes choses qui sont possibles aussi et tout mon corps et tout mon être, n'est pas douloureux des pieds jusqu'à la racine des cheveux» et ça fait partie des choses qui sont vraiment essentielles, hein, pour se rendre compte qu'on vit quand même, on est un être humain, et que cette douleur, on va faire avec finalement. Mais je vois beaucoup, bon c'est une manière de présenter les choses, mais je vois souvent effectivement sur les sites des collègues ou sur les prospectus, les petits mouvements, les mini mouvements, les micro mouvements et il faut peut-être se méfier un petit peu de ça, effectivement. Qu'on nous catalogue pas Je suis toujours dans le d'accord. petit mouvement, quoi. On en fait des grands aussi de temps en temps. Marie Calamusa, je te voyais hocher, opiner du chef, comme Oui, on c'est dit. vrai, non mais oui, je suis Voilà, tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai. voilà. On Petit est mouvement, grand mouvement, mmh. Mais divisant. surtout dire qu'on va rester, infradouloureux, on va rester en dessous de la Oui, douleur, oui. on va rester bien loin de la douleur et on Mmh. va aussi souvent partir dans d'autres, contrées, partir, voilà, prendre le mouvement, par exemple, par une zone qui n'est pas douloureuse Mmh. et heu et je pense qu'on n'en a pas parlé, avec toutes les 2, mais c'est vrai que notre habitude en Feldenkrais, c'est plutôt d'avoir un abord indirect, un abord Mmh. non direct Mmh. et si quelqu'un a mal à l'épaule,
L'idée n'est pas d'aller tout de suite vers l'épaule, Ouais. mais peut-être d'aller jouer avec les pieds, les orteils, la Mmh. tête, les autre chose, la langue et n'importe quoi d'autre. Mmh. Et si on a mal aux genoux, peut-être d'aller voir la hanche, les épaules, les omoplates, vous voyez? De changer donc Mmh. j'imagine, vous connaissant, j'imagine que toutes les 2 vous avez aussi Mmh. cette manière non directe, hein, Oui, d'aborder les choses. Absolument. Ce qui bien est sûr, très bien sûr. différent par rapport à nos métiers d'origine, toutes les C'est 3. ça. Où moi, en tant que kiné ou Mmh. Marie, je pense que tu été éduquée pareil. La personne vient, elle a Mmh. mal au genou, on lui masse le Mmh. genou, on lui touche le genou et cetera. En Feldenkrais, on va s'intéresser aux pieds, à la cheville, à la hanche, au dos, on va plutôt regarder des grands équilibres de mouvements, de chaînes Mmh. et ça, c'est très innovant par rapport à nos formations d'origine en Ouais. général, Mmh. voilà, hein. Ouais. Marie, c'est pareil en ergo quand on fait des Ah pareil. manipulations avec les Mmh. mains, c'est pas que Bien la sûr, main, bien sûr. Ouais, ouais. voilà Bien sûr, ouais, et ouais. Moi, ça c'est peut-être pas le point qui a été le plus innovant, tu vois, dans ma pratique. mmh, Parce que du coup, c'est intéressant que tu en parles. Parce que moi, je pense que dès que j'ai commencé à travailler, ça faisait 1 an que j'avais mon diplôme, puis je suis tout de suite allée vers la globalité, tout de suite. mmh, Vraiment, c'était un truc qui me manquait profondément dans ma pratique. mmh Donc, même avant de commencer ma formation de Feldenkrais, je n'ai fait quasiment aucune formation analytique. Toutes mh, les formations que j'ai faites avaient pour but déjà la globalité et l'autonomie. Mais par mmh. contre, l'énorme transformation, ça a été ne pas corriger. Ah ça, Ça a été une bien plus grande transformation pour moi, mmh. longue, toujours en cours, bien qu'avec d'immenses progrès, honnêtement. Je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que j'en suis sortie. Je m'appelle Marie, je suis enfin sortie de ma tendance à vouloir tout corriger. Et voilà, c'est mon club. Mais oui, ça a été la plus grande révélation pour moi. Ne pas vouloir. Hein, j'ai les mots là, Sabine me fait faire en tête là, en Voilà, disant ça. Ne pas corriger, ne pas vouloir, ne pas rester accroché au chemin, pas au but, ne pas vouloir, ne pas vouloir, ne pas vouloir. Ça, pour moi, en tant que soignant, ça a été vraiment l'immense fossé. c'est la Vraiment. grosse différence avec, nos formations de soignants Mmh. d'origine, hein, en effet. Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, moi, en première année, j'ai failli partir, hein, de la formation Feldenkrais et c'est Yvan qui m'a dit: «Non, non, 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 tu restes, tu restes». Parce qu'au début, je me disais: «Mais je comprends rien, moi». C'est vrai qu'une formation très analytique et puis, voilà, avec, voilà, quelque chose de très, très protocolaire, une formation très protocolaire avec des protocoles à appliquer. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pas très loin de ça et j'étais un peu perdue quand je revenais au boulot. Je me disais: «Mais alors attends, tu fais quoi? Tu es qui?» J'ai eu un moment de flottement, en fait Oui, oui. et c'est Yvan qui m'avait bien aidée à trouver justement, un juste, comment dire? Un bon équilibre là-dedans. Parce que c'est vrai quand on est rééducateur, on est analytique quand même, on a une formation, Oui, on voit au fond de on nous on apprend nous des apprend, oui. protocoles, Ouais. voilà, on a des protocoles à suivre aussi, Ah oui, oui, ouais, on ouais. oui, Je oui, reconnais que j'ai oui, fait ça et que oui. longtemps, longtemps et c'est vrai que le Feldenkrais, ça m'a donné une autre façon de même si j'avais fait avant de la bioénergie, j'avais fait plein de trucs comme ça, des médiations corporelles, qui étaient intéressantes. Mais là, je pense que c'est particulier le Feldenkrais, ça, c'est une autre dimension. C'est une dimension de l'autre, de soi, et là, ouais, en première année, je reconnais que j'ai vraiment eu des difficultés, quoi. Mais après, Mmh. bon, Oui, il y a passe. souvent un petit passage, un moment, en plus quand on vient vers la formation, pour les Ouais. gens qui connaissent pas, juste dire un petit mot là-dessus, la formation, elle dure 160 jours qui sont étalés sur 4 ans. Alors on y passe, on va dire la moitié des vacances scolaires. C'est long, ça remet des choses en cause, Ah oui. Mmh. suivant le métier qu'on a d'origine, l'âge qu'on a, les Mmh. habitudes, tout ce qu'on a fait avant. On se retrouve à remettre complètement en cause des choses, hein, c'est sûr que Mmh. ça bouscule, puisque voilà, on apprend comme disait Marie-Rode à ne pas vouloir pour les gens, à ne pas corriger et dans les protocoles, bah, il y a un côté un peu, flottant finalement parce que
c'est pas qu'on fait n'importe quoi, c'est que c'est une autre manière de laisser faire les choses. Alors, on a beaucoup plus de temps d'observation finalement de la personne. On va beaucoup plus laisser la personne découvrir ce qu'elle peut faire et nous, rééducateurs, au début, on est beaucoup plus habitués à voir «les défauts» entre guillemets, à Mmh. voir ce qui marche pas et aller réparer, un peu comme le garagiste. «Tiens, ça marche pas, allez hop, je vais réparer cet endroit-là». Alors c'est une remise en question totale, voilà, il y a pas de modèle, on cherche alors bien sûr, on connaît l'anatomie, on connaît le mouvement optimal, on connaît plein de choses, mais on a comme ça un abord qui est complètement différent et donc effectivement, des fois, il y a des grosses remises en question au moment où on est plongé dans ce processus parce que, on peut se dire, tout à coup, voilà: «Je suis pas sûr finalement que c'était la bonne voie. Je sais pas si je vais supporter ça comme ça là pendant 4 ans». Marie, tu parlais d'Yvan et en fait, tu parlais de Yvan Joly, qui était, Mmh. directeur pédagogique à Ouais. IFELD, depuis le début d'IFELD, avant que je prenne sa suite, qui s'est arrêté et qui est à la retraite maintenant. Mais Yvan, effectivement, nous a tous un peu formés d'une certaine façon. Moi, je l'ai suivi beaucoup, je l'ai suivi longtemps, à la fois comme, praticienne, assistante et jeune formatrice. Il a été inspirant aussi Mmh. pour beaucoup de gens qui Mmh. ont suivi les Mmh. formations avec nous, ailleurs, hein, parce Mmh. que je crois qu'il avait dirigé, 30 ou 40 formations quand il s'est arrêté, donc quelqu'un qui a suivi de très, très nombreuses personnes qui se sont formées. C'est vrai que chaque fois après, je me disais: «Mais quelle chance j'ai de faire cette formation! Mais quelle chance j'ai de Oui, faire cette une formation!» fois que tu as décidé de Ah rester, c'est c'est ça? ah oui, mmh. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, mais Oui, je oui, ça a comprends, été, enfin, ouais. je comprends ton moment de flottement. Ouais. On se connaît, on en a déjà parlé ensemble Mmh. et je trouve ça aussi très chouette qu'on puisse le dire, qu'on puisse dire: «Bah, tiens, il y a des moments, je me suis vraiment posé beaucoup de questions, je Mmh. savais pas si j'allais rester ou pas, ça me bouscule», parce que dans les gens qui viennent pratiquer la méthode et dans les gens qui viennent, commencer avec nous, bah, il y a aussi des fois ce flottement de départ, hein, il dit: «Mais c'est quoi ce cours où le prof ne montre pas, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Qu'est-ce qui est bien si je peux faire n'importe quoi?» Et c'est intéressant de devoir, aussi de devoir expliquer nos principes comme ça. Est-ce que tout est bon finalement? Est-ce que tout est juste ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose, Mmh. Mmh. qui serait un peu plus juste, hein? Mmh mh. Mmh. C'est Mmh. ça. Ouais, J'ai c'est Hem, jamais j'ai jamais remis en cause la formation, c'est rigolo de vous entendre. mmh, Parce que, moi très tôt, en fait, c'est arrivé cette formation, un gros changement de vie. Je me suis séparée 2 jours avant de commencer la formation et heu et en fait, moi, c'était vraiment l'inverse. C'était vraiment: je sais que c'est juste d'être là. Je comprends pas toujours ce que je vis, mais par contre, je sais que c'est juste. Je sens plutôt que c'est juste. Parce que pour le coup, moi, ça passe forcément par mon propre corps. Je ne peux pas adhérer à quelque chose si ça ne passe pas par moi. Je ne peux pas adhérer par l'intellect. Et par contre, c'était dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais envie de tout envoyer valser. Ou voilà, enfin, j'ai déménagé 2 fois pendant la formation. J'ai eu des changements de vie radicaux. Je me suis installée à Grenoble, j'ai ouvert un cabinet, puis j'ai tout plaqué, puis je suis venue vivre à Gap. Et c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt dans ma vie que ça a été non, ok, ce chemin, le chemin du Feldenkrais, lui, il est juste. mmh. Le reste, Les autres bougeaient sans arrêt, ouais, quoi. ouais, exactement. Et moi, c'était plutôt dans ce sens que ça s'est passé. Heu, Bon, vous inquiétez pas, vous n'allez pas forcément à vous séparer si vous décidez de faire une formation prénatale. Peut-être que oui, on va pas se mentir. On va pas moi se mentir, peut-être que oui, mais c'est pas obligé. C'est pas un passage obligé. Alors moi, je dis toujours, parce que je suis en fidèle, élève d'Yvan Joly et fidèle collègue d'Yvan Joly, je dis toujours quand on fait la formation, il y a beaucoup de choses qui bougent, quand on pratique, on découvre des choses, il y a beaucoup de choses qui bougent et il faut jamais prendre de grandes décisions immédiatement, il faut se laisser réfléchir un peu, voilà. C'est ma théorie là-dessus. Ah, c'est ce matin, j'avais un témoignage très, très intéressant d'une personne pendant la PCM, là, pendant une petite pause qui me disait:
j'ai trouvé ça passionnant, qui me disait: «En fait, moi, depuis que je fais du Feldenkrais, j'ai changé ma manière de manger et je mange plus tranquillement. Je mange plus comme si j'étais pressée de finir mon assiette et j'ai appris à prendre le temps, à faire les mouvements lentement, à sentir, à observer, tout ça et j'ai trouvé ça passionnant parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire aussi, sûrement sur, Feldenkrais, c'est l'alimentation, la prise de Ah, conscience de comment on mange, comment on ressent, comment on mâche, comment on mâche pas, donc ça m'a amené à plein de réflexions et c'est un commentaire qui est venu spontanément parce qu'elle a vraiment rattaché, ce témoignage à la pratique en fait, en PCM quoi, le fait d'apprendre comme ça quelque chose qui permet de bouger lentement. Dans les questions, dans le chat, j'ai un petit mot de Muriel Francia qui est ergothérapeute à La Réunion aussi. Décidément, on parle de La Réunion aujourd'hui. Et Muriel qui dit: «Le flottement peut être aussi dans l'autre sens avec une remise en question de sa pratique traditionnelle». Effectivement, alors je pense que Marie-Rod et moi, on avait, déjà mis un peu de côté la kiné pour, partir sur des méthodes, comment dire? Beaucoup plus globales tout de suite, hein, puisque, moi j'ai fait la formation Feldenkrais en sortant de l'école de kiné immédiatement. Et j'avais déjà tendance à lire, toutes sortes d'autres livres pendant la formation de kiné. Et Marie Calamusa, toi, tu as travaillé un peu plus longtemps en ergo avant de faire la formation, donc tu as réussi à négocier quand même à garder ton ancien métier oui, et voilà, à faire un que peu, j'adore. voilà. Ouais, j'aime beaucoup mon travail, mais c'est vrai que ça a modifié aussi, surtout en rééducation fonctionnelle, pas tellement en psy, parce qu'en psy, j'avais fait pas mal de trucs, mais ça a modifié mon approche, ça c'est Mmh, clair, mmh. Ton c'est rapport clair. avec les gens. Oui, oui. Bon, alors vous êtes passionnantes toutes les 2, mais il va falloir qu'on aille un peu vers la fin quand même, parce qu'on a déjà dépassé un petit peu notre horaire, mais un petit chouïa, Ah, pas grand-chose, ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que vous auriez à cœur de parler? Ah oui, il y avait une question, excusez-moi, que j'ai pas posée. D'ailleurs, c'est plutôt une question pour Marika Lamusa. ah. Quelqu'un qui demandait de quelle manière on pouvait réussir à avoir une prise en charge en éducation thérapeutique. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus ou Bah, ça au dépend contraire? quelle est l'intention, le programme qui est sollicité. Il faut s'adresser à son médecin, en fait. Et les programmes d'éducation thérapeutique sont répertoriés de toute façon. Donc le médecin en général, soit le spécialiste, soit même le généraliste, je pense qu'il peut se renseigner et il faut qu'il y ait une indication médicale quand même. Mmh. Mmh. Donc c'est Pour selon la quelle pathologie, selon les Oui, en services, fait, oui, ça dépend de la pathologie. Il y a différentes ETP, différents programmes d'ETP. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, il faut que la personne, demande à son médecin. C'est le plus simple, en fait, qui va lui répertorier tous les programmes ETP et qui va trouver celui qui est le plus indiqué pour la problématique de la personne, qui voudrait faire l'ETP. D'accord, Ouais, merci ouais. beaucoup. Je reste avec toi pour te demander, voilà, s'il y a et vous demander à toutes les 2 en même temps, s'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ce soir et qui vous tient à cœur ou que vous aviez envie de partager ou une question que je vous ai pas posée, Mmh. Moi, je veux bien intervenir, Marie. Tu pourras prendre la suite si quelque chose te je te vient. laisse le temps de réfléchir. Ben, comme il y a peut-être des gens parmi les auditeurs qui s'intéressent et qui se questionnent sur entreprendre une formation professionnelle, hein. Je sais même qu'il y en a qui viennent de commencer. Je suis très fière, j'ai ma première élève qui vient de commencer une formation professionnelle. Et elle est... Ah! Donc voilà, je suis enchantée, vraiment, je suis enchantée. Et, et voilà, je voulais juste témoigner de moi, ce que ça m'a apporté sur le plan personnel et sur le plan professionnel de ce point de vue-là. Et j'ai envie de continuer ma métaphore des planètes, parce que moi, j'ai des tas de planètes qui sont arrivées dans le paysage qui auraient été impossibles, qui n'auraient pas existé, en fait, avant, si j'avais pas fait la formation de Feldenkrais. J'aurais pu faire d'autres formations, mais ça n'aurait pas plus existé. Et je vais vous donner des exemples très concrets.
Par exemple, on m'a demandé d'intervenir dans un programme de sevrage en ambulatoire initié par le centre d'addictologie, un des centres d'addictologie ici, à Gap, par le biais de la méthode Feldenkrais. Puis moi, c'était vraiment un public avec lequel j'avais jamais travaillé, j'ignorais tout de l'addictologie. Et puis ça a vraiment été passionnant parce que c'est des gens, il y avait énormément d'hommes. Moi, malgré tout, dans mes cours, j'ai quand même une majorité de femmes. Il y a des hommes, mais j'ai une majorité de femmes. Et c'était des hommes qui étaient très, très éloignés de la pratique corporelle, qui avaient eu des chemins de vie violents, douloureux, accidentés depuis le début de leur vie souvent. Et là, leur avoir amené ce petit cocon comme ça, hop, cette petite bulle où, à se reconnecter à toi, puis à des choses que tu n'as jamais senties de ta vie, avec des publics complètement nouveaux, moi, ça a été des grandes satisfactions intérieures. Et puis, par exemple, un jour, je vais à la Biocop, puis quelqu'un me demande, un professionnel qui était là, me dit, mais qu'est-ce que vous faites en fait dans la vie? Parce que je connaissais d'autres salariés, puis je lui explique ce que je fais. Et puis, il me dit, et en fait, je ne savais pas, c'était le directeur général des Biocop du coin. Et puis, il me dit, mais vous ne voulez pas monter une formation pour nos salariés? Parce que moi, ça m'intéresse vraiment ce que vous êtes en train de raconter. Donc, j'ai monté de toutes pièces pour eux une formation pour les gens qui faisaient de la manutention, mais qui s'appuyaient sur la méthode Feldenkrais. Sa demande, c'était vraiment pas, je veux dire, il savait, le directeur général, il savait très bien quels étaient ses droits à la formation, il aurait pu financer n'importe quelle formation pour les salariés, mais non, il voulait une formation cousu main sur la prévention en entreprise, parce qu'il y avait déjà des problématiques, il y avait des arrêts de travail, et pour des salariés, voilà, vraiment avec cette façon, avec cet abord pédagogique très propre au Feldenkrais. Et donc, moi, ça m'a permis d'intervenir comme ça dans des champs vraiment très, très variés qui n'auraient vraiment pas du tout fait partie de mon exercice professionnel auparavant. Et donc, ça a vraiment amené de la diversité, aussi de la créativité et beaucoup de joie. Donc, voilà, je voulais juste témoigner de ça. Merci. C'est un beau témoignage. Effectivement, il y a tellement alors ce soir, on a fixé, un horaire quand même, mais il y a tellement de champs différents où on peut utiliser la méthode Feldenkrais que c'est même en ciblant, la danse, la santé, le sport, là, ici, on en aurait pour, je ne sais pas combien de temps à parler de tous les domaines, où on est intervenus les uns les autres. Mais je trouve intéressant qu'on puisse, le partager, puis commencer comme ça peut-être à recréer du lien aussi entre les praticiens qui souhaiteraient, aborder les choses dans des domaines différents ou qui souhaiteraient aussi bénéficier de l'expérience des uns des autres. Voilà. Marie Calamuzat, tu as eu le temps de réfléchir Écoute, depuis tout à l'heure? Tu non, il n'y a rien de rien de particulier, hein, si ce particulier, n'est que non, non, on a il n'y a abordé rien de beaucoup de choses, hein, particulier. quand même, Oui, hein. on a Ouais, oui, ouais, oui, oui, oui. ouais, ouais. On a abordé énormément de choses. Effectivement, moi, j'avais aussi été appelée un peu comme, Marie Roth dans le cadre, du suivi des assistantes maternelles à domicile. Donc elles ont les enfants dans des petits lits à la maison, elles sont pas du tout équipées comme à la crèche avec des lits en hauteur et cetera. Donc on a fait un beau travail aussi avec elles sur, la prise de conscience de son mouvement par rapport au bébé, ce que le bébé peut faire, ce qu'elle peut faire, enfin comment on peut jouer avec ça. Et puis un jour, de façon très surprenante, c'était un journaliste de France Bleu Gard qui avait donné mon nom au responsable de la formation des jeunes agriculteurs dans le Gard et je me suis retrouvée à faire une formation comme toi, gestes et préserver son dos, voilà, préserver son dos en agriculture avec un public très amusant de personnes assez jeunes, pas du tout des milieux agricoles habituels, enfin pas venant de familles, d'agriculteurs. Donc des gens qui étaient informaticiens, qui étaient dans le tertiaire, qui étaient dans complètement autre chose, qui se mettaient à faire de l'agriculture et qui n'avaient pas du tout des corps habitués à travailler la terre, à avoir de la force et cetera. Et c'était assez passionnant parce que, on a pu échanger aussi avec le formateur de la MSA. Je me suis retrouvée à leur faire un truc un peu cousu main aussi, à me dire: «Mais comment je peux leur apporter, voilà, à travers, quelques journées comme ça?» Et j'avais apporté le squelette justement pour leur permettre, de mettre le squelette en mouvement et eux avaient apporté des caisses et avaient apporté, une ruche, avaient apporté toutes sortes de choses qu'ils étaient obligés de porter dans leur,
dans leur activité quotidienne. Et c'était un atelier collaboratif en fait, voilà, entre tous leurs apports et tout ce que je pouvais, observer de leurs mouvements. Et vous voyez, Mmh. c'est tellement vaste, on peut aller dans toutes sortes de services. Si tu me permets, je voudrais bien aborder juste très rapidement un dernier point qui a à voir avec la santé et qui est très d'actualité actuellement, c'est le burn-out. Mmh, Donc qui a explosé ces derniers temps. Vous le savez, je suis presque sûre que vous connaissez tous au moins une personne qui a été atteinte de burn-out dans votre entourage, tellement en ce moment, enfin, ça dépend de votre tranche d'âge, mais c'est endémique malheureusement. Et moi, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs personnes, soit au bord, soit malheureusement qui étaient déjà en arrêt suite à des burn-out. Et le point que je trouve très intéressant, c'est que c'est pas propre à la France, hein, mais globalement en Occident, la prise en charge du burn-out ou de l'épuisement psychique, elle est essentiellement psychique, mmh, avec soit de la psychothérapie, de la sophrologie, de l'hypnose, et puis des thérapeutiques médicamenteuses, allopathiques, peu importe, mais en tout cas psychiques. Et le fait dans ces situations, alors c'est encore mieux évidemment si on y arrive avant d'avoir sombré, entre guillemets, mais le fait d'amener ce rapport au corps, ce rapport à soi pacifié, plus de perception de soi dans ces situations est extrêmement bénéfique. Et j'ai vraiment eu la chance d'accompagner des personnes qui m'ont fait les plus beaux témoignages que j'ai jamais reçus sur vraiment le mot employé, c'était une résurrection, que je trouve un peu trop connoté. mmh. Mais voilà, en tout cas, si on l'imagine pour une personne qui a vécu ce genre d'effondrement, eh bien, c'est une manière de se reconnecter à soi de manière extrêmement douce et paisible. Et voilà, et donc c'était un point que je voulais aborder parce que on a beaucoup parlé de rhumato, mais voilà, en ce moment, c'est quand même quelque chose dont on entend beaucoup parler et la méthode Feldenkrais peut être extrêmement salvatrice dans ce cheminement vers la guérison. Oui, revenir au corps pour reposer justement, un peu Tout à l'esprit. fait. Mais, du coup, Marie Macalamusa, tu as Oui, dans ta patientèle, en service de psychiatrie, tu as sûrement oui. affaire aussi à des gens en burn-out? En fait, moi, Peut-être ce que pas? je fais, c'est que sur les espaces, entre les équipes du matin, d'après-midi, je propose 30 minutes de Feldenkrais aux équipes infirmières avec lesquelles je travaille. Mmh. Donc c'est pas forcément des patients, hein, Mmh. Et c'est bien aussi. mais c'est bien aussi, oui, parce Mmh. que l'hôpital est un peu sous pression. Voilà, il y a des gros sous-effectifs, donc du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup on est voilà, je dirais que c'est l'hôpital qui est en état de burn-out presque et donc du coup, ça je le propose et puis après quand les gens peuvent, arriver un peu plus tôt sur leur temps de travail, ils viennent, donc ça dure pas tant de temps que ça, mais c'est des petites séances de Feldenkrais et Mmh. voilà, elles sont appréciées quand elles sont possibles à faire. Voilà, moi je fais plutôt avec, mes collègues. Oui, tu prends soin tu prends soin du personnel hospitalier, Ben, en fait, je voulais le mettre en place, mais on m'a dit de le mettre en place sur, un temps perso, en fait, à l'hôpital, mais sur un temps perso, en tant que bénévole, quoi et donc moi, je fais ouais. beaucoup de choses à côté. Là, pour l'instant, j'ai pas trop le temps de faire ça et puis ça serait un peu déplacé. Je trouvais que ça serait voilà, moi, je trouve ça un peu, alors C'est après, ton travail quand même, tu embauches enfin, je veux dire, tu es employé à oui, oui, l'hôpital, c'est un peu bizarre de mais bientôt on va tous nous bah, demander d'aller faire quelques heures de bénévolat à l'hôpital, je sens tellement, bah c'est la foire, mais Non, mais Heu, voilà, bon, c'est un peu, mais ouais, pour mes collègues mes collègues infirmiers et soignants qui sont souvent sous pression ainsi que les médecins, ouais. mmh. Voilà, ouais. C'est chouette d'avoir ces petits espaces pour le Mmh. personnel. Ouais, Bah, oui, oui, oui. voilà. Oui. Non, parce qu'en psychiatrie, quand les gens viennent pour un burn-out, il est souvent un peu tard et les gens ont souvent fait des choses assez graves, quoi. On Mmh, les a alors l'idéal, ce serait que les gens soient pris en charge avant la décompensation du burn-out, oui. mmh, Quand on arrive en psychiatrie, c'est déjà assez grave, ouais. mmh. mmh. Ouais, c'est des périodes plus longues et Ouais, plus dures, en effet. oui, 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 Mmh. oui.
d'accord. qui ne sont pas forcément revalorisantes. Oui, c'est sûr, Donc, sûr. voilà. Et Aurélie nous dit: «Sur le burn-out, ça permet de reprendre confiance en soi». Oui, Oui, tout à fait. oui, Se sentir merci vivant, hein, Aurélie. se sentir vivant, quoi, parce que Oui, quand tu es envahi par des problématiques ou des stress constants, le stress, ça tue, hein, faut le mmh, savoir, hein, le stress, ça tue. oui. Donc, Ça fatigue c'est vrai beaucoup, que ça fatigue énormément. ah ouais, mais il y a des compensations physiques, psychiques, un état de stress constant, c'est ça conduit à quelque chose qui peut être grave, quoi, c'est pathogène, hein. Oui. Donc c'est vrai que le Feldenkrais en prévention serait, vraiment idéal, mais est-ce que ça peut être possible, ça serait bien. À l'hôpital, allez, Ah bah, ça, c'était ma allez. dernière question. Allez, si vous aviez un rêve, voilà. Voilà, Alors ton rêve, c'est Feldenkrais. Mais moi j'avais proposé même aux administrateurs de l'hôpital, mmh, séance de Feldenkrais, sous le mode, information, initiation. Voilà, j'avais dit ça, mais bon ça avait pas trop pris. bon, Ouais, ça avait pas trop pris, ouais. écoute, Faudra peut-être que je recommence. Ouais, ça a pris dans les services, c'est déjà ouais, bien, oui, oui. c'est déjà bien. Mmh. Bon, on va quand même conclure, sinon on va rester toute la soirée ensemble. Et vraiment, je vous remercie toutes les 2, Marie et Mmh. Marie. Merci, C'était oui. un beau duo aujourd'hui.